Elle fait la plonge pour gagner sa vie. Mon frère a bloqué l'entrée en ricanant lors de son mariage somptueux. Les agents de sécurité ont dit froidement, votre tenue ne correspond pas à la vidéo. Mais je suis revenu dans une Rolls-Royce à 900 000 $. Le chauffeur est sorti et s'est incliné, bienvenue, madame. Votre invité spécial est arrivé. Les regards méprisants se sont effacés. La scène a plongé dans un silence stupéfait. J'avais conduit 4 heures pour être ici. Je portais la plus belle robe que je possédais, bleu marine, simple, propre. Je l'avais repassée 2 fois la veille au soir. Mes chaussures étaient des talons modestes, rien de voyant, rien qui n'attirait l'attention. J'étais venu en tant que sœur, pas pour faire une déclaration. Mais au moment où je me suis avancé vers l'entrée, j'ai senti le changement. L'agent de sécurité n'a pas souri. Il ne m'a pas accueilli comme il avait accueilli le couple devant moi. Il s'est avancé, bloquant mon chemin avec une neutralité exercée, et a demandé mon nom. Quand je l'ai donné, il a jeté un coup d'œil à son presse-papier, puis à moi, puis de nouveau au presse-papier. Il n'a pas dit que je n'étais pas sur la liste. Il a dit quelque chose de pire. Il a dit qu'il y avait une note à côté de mon nom. Il a dit qu'il devait aller chercher quelqu'un. Ce quelqu'un était mon frère. Marcus est apparu dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. Il a marché vers moi sans se presser, son expression calme, contrôlée. Il n'avait pas l'air surpris. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme qui avait déjà décidé comment ce moment se déroulerait bien avant mon arrivée. Derrière lui, je pouvais voir le bord de l'espace de cérémonie, des chaises blanches disposées en rangées parfaites, des invités se mêlant avec des coupes de champagne, des rires dérivant sur la pelouse manucurée. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi. L'agent de sécurité s'est écarté, nous laissant de l'espace, mais pas d'intimité. Tout le monde à proximité pouvait entendre. C'était intentionnel. Mon frère avait toujours compris le pouvoir d'un public. « Tu es venu ?» a-t-il dit, comme si c'était déjà un problème. « Tu m'as invité ?» ai-je répondu. Il a incliné légèrement la tête, comme il le faisait quand nous étions enfants et qu'il s'apprêtait à expliquer pourquoi j'avais tort sur quelque chose. « Je l'ai fait ?» a-t-il dit. « Mais je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Et honnêtement, Nathalie, regarde-toi. Regarde cet endroit. Les caméras tournent. L'équipe vidéo capture tout. Veux-tu vraiment être dans ces images ? » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quelle réponse compterait. Il a continué sans attendre. « Tu travailles dans des cuisines, Nathalie. Ce n'est pas un jugement. C'est juste un fait. Et c'est mon mariage. C'est le jour vers lequel je construis depuis des années. Comprends-tu à quoi cela ressemblerait si tu te tenais en arrière-plan de notre vidéo de mariage ? Comprends-tu ce que les gens diraient ? Je comprenais exactement ce que les gens diraient. Ils ne diraient rien. Ils ne me remarqueraient même pas. Mais Marcus saurait que j'étais là, et c'était ça le problème. Ma présence lui rappellerait d'où il venait. Mon existence dans ce cadre contredirait l'histoire qu'il racontait sur lui-même. Derrière nous, d'autres invités arrivaient. Ils passaient sans me regarder, guidés en douceur à travers l'entrée par le personnel qui souriait et leur tendait des programmes. Je me tenais à la porte du mariage de mon propre frère, me faisant faire la leçon comme une étrangère qui s'était égarée dans le mauvais événement. J'ai regardé les agents de sécurité. Ils n'étaient pas mal à l'aise. Ils avaient été briefés. Cela faisait partie du plan. J'ai regardé les invités, ceux qui me connaissaient depuis l'enfance, ceux qui nous avaient vus, Marcus et moi, grandir dans la même rue, jouer dans la même arrière-cour et nous asseoir à la même table de dîner. Aucun d'eux n'est intervenu. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil, puis ont détourné le regard. Une femme, une voisine de notre ancien quartier, a croisé mon regard pendant une demi-seconde avant de se tourner pour admirer un arrangement floral. Ma mère n'était pas dehors. Mon père n'était pas dehors. Ils étaient déjà à l'intérieur, probablement assis, attendant probablement que la cérémonie commence. Ils n'étaient pas sortis pour m'accueillir. Ils n'avaient pas envoyé de message. Ils n'avaient rien fait du tout. Marcus a baissé légèrement la voix, se penchant comme s'il m'offrait une gentillesse. « Écoute, » a-t-il dit, « je ne dis pas que tu ne peux pas être ici. Je dis que tu ne devrais pas être visible. Il y a une différence.
Tu peux regarder depuis le fond. Tu peux rester hors du cadre. Ne fais pas tourner ça autour de toi. Cela n'a jamais tourné autour de moi, ai-je dit doucement. Il s'est redressé, satisfait. Bien, alors nous nous comprenons. Il s'est retourné et a marché vers l'espace de cérémonie sans un autre mot. L'agent de sécurité s'est légèrement déplacé, ne bloquant pas mon chemin, mais ne m'invitant pas non plus à avancer. Le message était clair. Je pouvais entrer, mais seulement si j'acceptais de disparaître. Je suis resté là un long moment. La musique s'échappait des tentes. Les rires montaient et descendaient. Quelqu'un a fait teinter un verre. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé, parce que pour tout le monde sauf moi, rien ne s'était passé. J'ai pensé à forcer le passage, à entrer quand même, à me tenir où je voulais. J'ai pensé à faire une scène, à élever la voix, à les forcer à reconnaître ce qu'ils faisaient. Mais je savais comment cela finirait. Je deviendrais la difficile, la sœur amère, celle qui a gâché la journée. L'histoire passerait de ce que Marcus a fait à ce que je ne pouvais pas gérer. Alors j'ai reculé. Pas parce que j'étais d'accord, pas parce que je croyais que je n'avais pas ma place, mais parce que je voyais avec une clarté douloureuse ce que cette famille était devenue. Ils n'avaient pas besoin que je sois absente pour se sentir complet. Ils avaient besoin que je sois petite. Ils avaient besoin que ma présence serve de contraste, de preuve de leur succès, comme la version de notre famille qui n'avait pas réussi. Et si je n'étais pas disposé à jouer ce rôle calmement, ils préféraient que je ne joue aucun rôle du tout. Je suis retourné à ma voiture. Le gravier crissait sous mes talons modestes. Le soleil était encore chaud. Le ciel encore bleu. La journée encore belle. Derrière moi, le mariage continuait sans pause. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. La musique a continué à jouer et les caméras ont continué à tourner, capturant une histoire dont j'avais été soigneusement retiré. Je me suis assise dans ma voiture pendant quelques minutes, ne pleurant pas, ne tremblant pas, juste immobile, juste à réfléchir. Ils croyaient que c'était la fin de l'histoire. Ils croyaient que je conduirais chez moi, reprendrais ma vie invisible et me fondrais dans l'arrière-plan de leur récit ascendant. Ils croyaient cela parce qu'ils l'avaient toujours cru. Parce qu'ils n'avaient jamais demandé ce que je construisais quand personne ne regardait. Parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que la sœur qui travaille dans les cuisines aurait pu se préparer pour quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. J'ai démarré le moteur. Le country club a rétréci dans mon rétroviseur, et quelque part en moi, une certitude tranquille a pris racine. Ils venaient de dire au monde qui ils pensaient que j'étais. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient tort. L'autoroute s'étendait devant moi, plate et indifférente alors que je m'éloignais du country club. La radio jouait quelque chose que je n'entendais pas. Mes mains restaient stables sur le volant. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais quelque part plus profond, quelque part plus vieux. L'humiliation au mariage n'était pas une surprise. C'était un résumé. C'était tout ce qui avait toujours été vrai, enfin dit à voix haute. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et où personne ne déménageait très loin. Notre maison était modeste, un étage avec une clôture grillagée et une arrière-cour qui inondait chaque printemps. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas à l'aise non plus. Mes parents travaillaient dur, mon père dans une usine de fabrication, ma mère dans un bureau de facturation médicale. C'étaient des gens honnêtes qui croyaient qu'il fallait faire ce qui est juste, payer ses factures à temps et ne pas attirer l'attention inutilement. Marcus est né 3 ans avant moi. Au moment où je suis arrivé, le modèle avait déjà été établi. Il était le premier-né, le fils, celui avec du potentiel. J'étais le deuxième enfant, la fille, celle qui se débrouillerait. Cette distinction peut sembler petite, mais elle a tout façonné. Dès le début, Marcus était présenté en premier. Lors des réunions de famille, à l'église, aux événements scolaires, mes parents commençaient par lui, ses réalisations, ses projets, sa personnalité. Je serai mentionné après, si tant est que je le sois. C'est Marcus, et voici sa sœur, pas Nathalie. Sa sœur, comme si mon identité n'existait qu'en relation avec la sienne. Les enseignants s'attendaient à ce qu'il réussisse parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Les voisins posaient des questions sur ses notes, ses sports, son avenir. Quand il me parlait, les questions étaient plus douces, moins investies. Comment vas-tu? Tu arrives à suivre?
Comme si ma trajectoire était déjà plus basse, déjà moins digne d'être suivie. Je ne pense pas que mes parents voulaient créer ce fossé. Ils nous aimaient tous les deux à leur manière. Mais l'amour et l'attention ne sont pas la même chose. Marcus recevait les deux en abondance. Je recevais de l'amour en théorie et de l'attention en miettes. Quand Marcus ramenait de bonnes notes, la maison célébrait. Quand je ramenais de bonnes notes, la maison en prenait acte. Il recevait des éloges. Je recevais de l'approbation. Il avait droit aux discussions sur l'avenir. J'avais droit à des hochements de tête au présent. La différence était assez subtile pour que je ne puisse pas la nommer étant enfant. Mais je la ressentais chaque jour. Ma mère était celle qui façonnait le rythme du foyer. Elle décidait de ce qui comptait, de ce qui était discuté, de ce qui était mémorisé. Et ce qui comptait, c'était Marcus. Ses candidatures à l'université étaient un projet familial. Ses entretiens d'embauche étaient discutés au dîner. Ses promotions étaient annoncées aux proches comme des dépêches du front du succès. Mes étapes importantes existaient dans des registres plus calmes. Un travail que j'obtenais devenait une phrase mentionnée une fois. Un défi que je surmontais devenait quelque chose que je gérais seul. Elle n'était pas cruelle. Elle était simplement certaine. Certaine que Marcus était destiné à quelque chose et certaine que je ne l'étais pas. Elle ne l'a jamais dit directement, mais elle n'en avait pas besoin. Chaque choix qu'elle faisait le communiquait. Chaque conversation qu'elle dirigeait, chaque opportunité qu'elle priorisait, chaque ressource qu'elle allouait racontait la même histoire. Il était l'investissement. J'étais le reste. Mon père était différent, mais pas meilleur. Il ne favorisait pas Marcus ouvertement. Il ne s'opposait simplement pas au courant. Quand ma mère organisait la famille autour des besoins de Marcus, mon père approuvait. Quand Marcus recevait plus de soutien, plus d'encouragement, plus d'espace, mon père regardait depuis la touche sans commentaire. Son silence n'était pas neutre. C'était une permission. Je pensais autrefois que si je travaillais plus dur, l'attention changerait. Si j'obtenais de meilleures notes, gagnais un prix, accomplissais quelque chose d'indéniable, il me verrait enfin comme égal. Alors, j'ai essayé. J'ai étudié plus longtemps, je me suis poussé plus loin, j'ai assumé des responsabilités que personne ne m'avait demandé de prendre. Et j'ai réussi tranquillement, constamment. Mais la réponse n'a jamais changé. Mes réalisations étaient reconnues puis oubliées. Les réalisations de Marcus étaient célébrées puis répétées. Au lycée, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de différent. Je n'en voulais pas directement à Marcus. Il vivait juste la vie qui avait été arrangée pour lui. Il croyait en son propre exceptionnalisme parce que tout le monde autour de lui le renforçait. Il ne se voyait pas comme favorisé. Il se voyait simplement comme meilleur. Et pourquoi ne le ferait-il pas? C'est ce qu'on lui disait depuis sa naissance. Ce que je détestais, si je suis honnête, c'était le système. La machinerie silencieuse de la préférence qui opérait dans notre foyer, dans notre famille élargie, dans notre communauté. La façon dont tout le monde convenait sans discussion que certaines personnes comptaient plus que d'autres. La façon dont on s'attendait à ce que j'accepte ma position sans me plaindre. Le favoritisme s'étendait au-delà de notre famille immédiate. Les tantes et les oncles interrogeaient Marcus sur sa carrière et m'interrogeaient sur ma santé. Les grands-parents se souvenaient de son anniversaire avec des chèques et du mien avec des cartes. Les cousins l'admiraient et me regardaient sans me voir. Tout le réseau fonctionnait sur la même hypothèse que Marcus montait et que je restais immobile. J'ai appris à arrêter d'attendre la reconnaissance. J'ai appris à construire mes propres systèmes de mesure, mes propres normes, mon propre sens du progrès. Je ne pouvais pas contrôler comment il me voyait, mais je pouvais contrôler comment je me voyais moi-même. Cette réalisation est venue lentement, douloureusement, mais une fois arrivée, elle a tout changé. Au moment où je suis parti pour l'université, je m'étais déjà séparé intérieurement de la structure familiale. Je suis allé dans une université d'État, j'ai payé mon propre chemin grâce à des emplois à temps partiel et j'ai obtenu mon diplôme sans cérémonie. Personne n'a pris l'avion pour ma remise de diplôme. Personne n'a posé de questions sur mon diplôme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Le modèle était trop établi pour être brisé. Marcus, quant à lui, est allé dans une meilleure école grâce à des prêts co-signés par mes parents. Il a obtenu son diplôme en fanfare,
a déménagé dans une plus grande ville, a gravi une échelle qui avait été graissée pour son ascension. Son succès était traité comme inévitable. Ses luttes étaient traitées comme des revers temporaires. Ses erreurs étaient expliquées. Ses victoires étaient magnifiées. Je regardais de loin, pas avec amertume, mais avec clarté. Je comprenais maintenant ce que je n'avais pas compris enfant. Cette famille ne manquait pas d'amour. Elle manquait d'équité, et l'équité n'était pas quelque chose que je pouvais gagner d'eux. C'était quelque chose que je devrais construire pour moi-même ailleurs, avec des gens qui n'avaient pas déjà un script pour qui j'étais censé être. Les panneaux d'autoroute défilaient, marquant les kilomètres entre le mariage et l'endroit où j'allais ensuite. Je ne me sentais plus petite. Je ne me sentais pas oubliée. Je me sentais éveillé, pleinement éveillé, à une vérité que j'avais toujours connue, mais jamais pleinement acceptée. Je n'ai pas grandi dans une famille qui ne m'aimait pas. J'ai grandi dans une famille qui ne savait aimer que dans un certain ordre. Et j'avais été la dernière dans cet ordre aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Cela n'allait pas changer. Mais moi, si. L'étiquette n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est construite lentement, une hypothèse à la fois, jusqu'à ce qu'elle devienne le raccourci que tout le monde utilisait quand il parlait de moi. Pas Nathalie. Pas celle avec le diplôme. Pas celle qui a déménagé à Chicago. Juste, celle qui travaille dans les cuisines. Comme si cette seule phrase capturait tout ce qui valait la peine d'être su sur une personne. La première fois que je l'ai entendue utiliser comme descripteur, c'était lors d'une réunion de famille, 3 ans après mon déménagement. J'étais revenu pour un week-end, surtout par obligation, en partie par un espoir persistant que les choses pourraient être différentes. Je me tenais près de la table du buffet quand j'ai entendu ma tante m'expliquer à la nouvelle femme d'un cousin. C'est Nathalie, la sœur de Marcus. Elle travaille dans un restaurant, en cuisine, je crois. Le ton n'était pas malveillant. Il était dédaigneux, ce qui était pire. La malveillance aurait nécessité de me voir comme une menace. Le dédain signifiait juste que je ne comptais pas du tout. Je ne l'ai pas corrigé. Que aurais-je dit ? Que j'avais un diplôme, que je travaillais à plusieurs emplois pour rembourser mes dettes tout en acquérant des compétences que personne dans cette famille ne comprenait, que le travail au restaurant était l'un des nombreux, pas la définition de ma vie. Rien de tout cela n'aurait importé. Elle avait déjà décidé qui j'étais. L'étiquette correspondait à ses attentes, et les attentes sont presque impossibles à déloger une fois qu'elles sont fixées. À partir de ce moment, la phrase a voyagé à travers la famille comme une blague partagée que personne ne trouvait drôle, mais que tout le monde répétait. Au fait, lors des appels téléphoniques, aux rares rassemblements auxquels j'assistais encore, oh, Nathalie, elle travaille toujours dans les cuisines. Les mots étaient toujours prononcés avec le même ton, un mélange de pitié et de confirmation, comme si ma situation validait quelque chose qu'ils avaient toujours soupçonné, comme si j'étais enfin devenu la personne qu'ils avaient toujours supposé que je serais. Ma mère ne corrigeait jamais personne. Quand les proches demandaient de mes nouvelles, elle donnait des réponses courtes et changeait de sujet. Quand ils demandaient des nouvelles de Marcus, elle s'étendait, élaborait, rayonnait. Le contraste était constant et dévastateur. Pas parce que j'avais besoin de ses éloges, mais parce que son silence communiquait son accord. Elle ne me défendait pas parce qu'elle croyait que l'étiquette était exacte. Mon père a continué son modèle d'observation passive. Il entendait les commentaires. Il regardait la condescendance. Et il ne disait rien. Je me demandais parfois si son silence était de la lâcheté ou de la conviction. Finalement, j'ai réalisé que cela ne comptait pas. L'effet était le même. Sa non-intervention était sa propre forme de participation. Marcus, quant à lui, utilisait l'étiquette avec une fréquence décontractée. Dans des conversations dont je ne faisais pas partie, dans des présentations dont je n'étais pas témoin, il me positionnait comme le contrepoint de son succès. Il ne le disait jamais avec cruauté. Il le disait avec le confort de quelqu'un qui croyait que c'était simplement vrai. Sa sœur travaille dans les cuisines. La déclaration servait parfaitement son récit. Il montait. Je ne montais pas. Le contraste rendait ses réalisations encore plus impressionnantes par comparaison. J'aurais pu me battre. J'aurais pu annoncer mes autres emplois, mes projets parallèles, les compétences que je développais tranquillement dans les heures après la fin de mes quarts. Mais j'avais appris quelque chose d'important à ce moment-là. Se défendre face à des gens qui ont déjà décidé que vous êtes petit ne fait que vous faire paraître plus petit.
Ils n'entendent pas des explications. Ils entendent des excuses. Ils ne voient pas d'ambition. Ils voient du désespoir. La seule façon de changer leur perception était de devenir si indéniablement différente que leurs anciennes étiquettes ne conviendraient plus. Et cela exigeait du temps, de la patience et une invisibilité stratégique. Alors, je les ai laissés croire. J'ai laissé l'étiquette coller. J'ai cessé d'assister à la plupart des événements familiaux, pas par honte, mais par efficacité. Chaque heure passée à me défendre était une heure non passée à me construire. Chaque conversation sur mon travail était une conversation qui drainait une énergie que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller. Je me suis retiré non pas parce qu'ils m'ont poussé dehors, mais parce que rester signifiait accepter un rôle qui n'était pas vrai. Le travail au restaurant lui-même n'était pas honteux. J'y travaillais dur. J'arrivais à l'heure, je gérais la pression, j'apprenais comment fonctionnaient les cuisines commerciales depuis la base. Le travail m'a appris la discipline, le timing et la capacité de fonctionner sous stress sans me plaindre. Ce n'étaient pas de petites compétences. Elles étaient fondamentales. Mais personne dans ma famille ne voyait cela. Ils voyaient un titre, personnel de cuisine, et arrêtaient de regarder plus loin. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que le restaurant n'était qu'une pièce d'une stratégie plus large. Le jour, j'y travaillais. Le soir, je suivais des cours en ligne. Les week-ends, j'étudiais l'analyse de marché, la modélisation financière et la stratégie d'entreprise. Je lisais des livres dont ma famille n'avait jamais entendu parler, prenais des notes qu'ils ne voyaient jamais et construisais des connaissances qu'ils ne pouvaient pas m'imaginer posséder. Le travail en cuisine me donnait stabilité et anonymat. Il me permettait d'exister sous le radar pendant que je construisais quelque chose qu'ils n'attendraient jamais. Je me demandais parfois pourquoi je ne leur disais pas simplement. Pourquoi garder le secret? Pourquoi ne pas leur prouver qu'ils avaient tort immédiatement? La réponse est devenue plus claire avec le temps. Je ne voulais pas leur approbation. Je voulais quelque chose de plus durable. Je voulais atteindre une position où leur opinion ne comptait tout simplement pas. Où l'écart entre leur perception et ma réalité était si large que le combler était leur problème, pas le mien. Leur dire tôt aurait invité le scepticisme, la moquerie ou pire, des conseils non sollicités. Rester silencieuse me permettait de construire sans interférence. L'étiquette servait aussi de filtre. Quiconque me rejetait sur la base du « personnel de cuisine » révélait quelque chose sur lui-même. Il me montrait que leur respect était conditionnel au statut, pas au caractère. Il me montrait que leur intérêt pour moi dépendait de ce que je pouvais offrir à leur propre image de soi. Les gens qui continuaient à me contacter, qui posaient encore de vraies questions, qui me voyaient encore comme une personne à part entière, cela valait la peine d'être gardé. Le reste se triait naturellement. Au moment où Marcus a annoncé ses fiançailles, l'étiquette était devenue si ancrée que même sa fiancée l'utilisait. Je l'ai entendu une fois lors d'un dîner auquel j'assistais à contre-cœur, faisant référence à moi comme « celle qui travaille dans la restauration ». Elle l'a dit à une amie, pas en face de moi, mais le son porte. Elle n'était pas méchante. Elle était précise selon ce qu'on lui avait dit. Et ce qu'on lui avait dit était une histoire conçue pour me minimiser. J'ai quitté ce dîner tôt, pas en signe de protestation, mais de reconnaissance. Cette famille avait construit un récit et j'étais le personnage qui restait petit pour que les autres puissent paraître grands. Changer ce récit de l'intérieur du système était impossible. La seule option était de devenir quelque chose en dehors de celui-ci, quelque chose de si loin au-delà de leur cadre que la vieille histoire s'effondrerait sous sa propre insignifiance. Ils m'appelaient celle qui travaille dans les cuisines. Ils n'avaient aucune idée de ce que je devenais dans les heures qu'ils ne voyaient pas, dans le silence qu'ils supposaient être une reddition. La transition s'est produite si graduellement que je l'ai presque pas remarqué. Un moment, j'étais la sœur négligée debout au bord des conversations familiales, reconnue mais pas incluse. Le moment suivant, je ne me tenais plus du tout au bord. J'avais été déplacé entièrement hors du cercle et personne ne prenait la peine de l'annoncer. Cela a commencé par des décisions prises sans moi. De petites choses au début, ou organiser Thanksgiving, quand planifier une visite familiale, si l'on devait prendre des vacances de groupe. Ces conversations avaient lieu dans des SMS de groupe. Je n'étais pas ajouté aux appels téléphoniques qui ne m'incluaient pas, des discussions dont je n'apprenais l'existence qu'après que les conclusions avaient été atteintes. Quand je demandais, je recevais des explications polies. Nous ne pensions pas que tu serais intéressé. Tu es si occupé.
Ça ne semblait pas être ton truc. Les excuses étaient assez cohérentes pour sembler répétées. Ce n'étaient pas exactement des mensonges. C'étaient des hypothèses pratiques conçues pour justifier ce qui avait déjà été décidé. La famille était passée à autre chose et je ne faisais plus partie de la planification. L'exclusion s'étendait à l'information elle-même. Les événements importants m'étaient mentionnés tardivement, voire pas du tout. La remise de diplôme d'un cousin à laquelle j'aurais assisté si quelqu'un me l'avait dit. La chirurgie d'un oncle que j'ai apprise après qu'il se soit rétabli. Un rassemblement familial que j'ai découvert via la publication accidentellement publique de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Chaque fois, la réponse était le même haussement d'épaule désolé. Nous supposions que quelqu'un te l'avait dit. Nous pensions que tu savais. Personne ne suivait qui était responsable de m'inclure parce que personne ne se sentait responsable. Marcus est devenu le centre non officiel de la coordination familiale. C'était lui qui passait les appels, envoyait les mises à jour et décidait qui avait besoin de savoir quoi. Et puisqu'il m'avait déjà catégorisé comme périphérique, je restais périphérique dans chaque chaîne logistique qu'il contrôlait. Ce n'était pas une planification malveillante de sa part. C'était simplement le résultat naturel de sa vision du monde. Je ne comptais pas assez pour être priorisé, donc je n'étais pas priorisé. Ma mère suivait tout ce que Marcus organisait. S'il ne m'incluait pas, elle ne le remettait pas en question. S'il disait que quelque chose n'était pas pertinent pour moi, elle acceptait cette évaluation. Son rôle avait changé au fil des ans, passant d'un favoritisme actif à une approbation passive. Elle n'avait plus à faire de choix qui m'excluaient. Elle devait juste accepter les choix que quelqu'un d'autre faisait. Mon père restait là où il avait toujours été, sur la touche, observant sans intervenir. J'avais cessé d'attendre quelque chose de différent de lui. Son silence s'était depuis longtemps transformé, passant de la déception à un fait prévisible. Il ne parlerait pas pour moi. Il ne repousserait pas les modèles qui me nuisaient. Il regarderait, hocherait la tête et continuerait sa vie tranquille sans perturbation. L'exclusion affectait plus que la logistique. Elle affectait la façon dont on parlait de moi. Dans les conversations dont je ne faisais pas partie, je devenais abstraite, une catégorie plutôt qu'une personne. La sœur de Marcus, celle qui travaille dans la restauration, celle qui est restée derrière. Ma vie réelle, mes luttes quotidiennes et mes petites victoires, mes projets et mes progrès. Rien de tout cela n'entrait dans le récit familial. Il parlait d'une version de moi qui avait été figée il y a des années, et il n'avait aucun intérêt à la mettre à jour. J'ai remarqué le changement le plus clairement lors des grands rassemblements. Quand j'y assistais, généralement après avoir reçu une invitation de dernière minute ou en me montrant à l'improviste à des événements dont j'avais entendu parler indirectement, la dynamique était évidente. Les conversations s'arrêtaient quand j'approchais. Les sujets changeaient. Les gens souriaient poliment et disaient à quel point c'était agréable de me voir, mais personne ne faisait de place. J'étais reconnu comme une invitée, pas comme un membre, quelqu'un qui était passé par là, pas quelqu'un qui appartenait au groupe. L'exclusion du mariage au country club n'était pas une exception. C'était le point culminant d'années de plus petites exclusions, chacune entraînant tout le monde impliqué à me voir comme séparé. Au moment où Marcus s'est tenu à cette porte et a dit à la sécurité que je n'avais pas ma place dans la vidéo, il articulait simplement ce que la famille avait pratiqué pendant des années. Les mots étaient nouveaux. Le sentiment était vieux. Ce qui m'a le plus frappé n'était pas la cruauté. La cruauté aurait nécessité une intention, une énergie concentrée dirigée vers le mal. C'était quelque chose de plus banal et donc de plus douloureux. C'était de l'indifférence. Je n'étais pas exclu parce qu'il voulait activement me blesser. J'étais exclu parce que m'inclure demandait un effort qu'il ne voulait pas dépenser. J'étais une ligne budgétaire qui ne correspondait pas au budget, une variable qui compliquait l'équation, un inconvénient. J'ai passé des années à me demander si j'étais paranoïaque. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que les familles s'éloignent naturellement. Peut-être que l'exclusion était mutuelle. Mon retrait interprété comme un désintérêt, leur distance interprétée comme le respect de mon espace. J'ai essayé de me raconter ces histoires parce que l'alternative était plus difficile à accepter. Mais le mariage a rendu l'alternative indéniable. Debout à cette porte, entendant mon frère expliquer pourquoi je ne méritais pas d'être dans le cadre, regardant les agents de sécurité appliquer une limite qui avait été planifiée à l'avance, j'ai compris avec une clarté parfaite, ce n'était pas une dérive. C'était de l'architecture.
La famille avait été conçue pour fonctionner sans moi, et j'avais enfin vu les plans. Je ne me suis pas battu ce jour-là. Se battre aurait nécessité de croire que quelque chose pouvait changer, que parler changerait la structure, que le système pourrait être réformé de l'intérieur. Je ne le croyais plus. Le système fonctionnait exactement comme il était censé le faire. Il servait les gens pour lesquels il avait été construit. Et je n'étais pas l'une d'entre eux. En m'éloignant du country club, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas encore, pas de la tristesse, pas exactement. Ce que j'ai ressenti, c'est une libération. Pendant des années, j'avais porté le poids d'espérer une inclusion, de m'ajuster pour rester connecté, d'accepter des miettes d'appartenance et de me dire qu'elles étaient suffisantes. Ce poids était lourd, et je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce que je le pose. L'exclusion était complète maintenant. La famille avait rendu sa position claire publiquement, de façon permanente. Il ne restait rien à interpréter, aucune ambiguïté à naviguer. Il ne voulait pas que je sois visible. Il ne me considérait pas comme faisant partie de l'image qu'il construisait pour le monde. Et une fois que j'ai accepté cela pleinement, j'étais libre de construire quelque chose d'autre entièrement. Personne dans ma famille ne connaissait l'appartement à Chicago. Ils ne connaissaient pas le deuxième emploi, les cours du soir ou les feuilles de calcul que je construisais le week-end pour suivre mes progrès vers des objectifs qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils ne demandaient pas parce qu'ils n'étaient pas curieux, et je ne leur disais pas parce que la curiosité n'était pas ce dont j'avais besoin d'eux. J'ai déménagé à Chicago 6 mois après l'université avec $1 200 d'économie et une liste de compétences qui ne se traduisaient pas facilement dans les offres d'emploi. Le premier appartement était à peine vivable, un studio avec un radiateur qui claquait la nuit, et une salle de bain si petite que je devais entrer dans la douche pour fermer la porte. J'ai pris le poste de personnel de cuisine parce qu'il était disponible, parce qu'il payait en liquide à intervalles fiables, et parce qu'il laissait mes matinées libres pour d'autres choses. Ces autres choses sont devenues le centre de ma vie. Pendant que la famille supposait que je faisais du surplace, je m'enseignais systématiquement la mécanique de l'analyse financière. J'ai commencé avec des ressources gratuites, des cours en ligne d'université qui publiaient leurs documents publiquement, des vidéos YouTube de professionnels de l'industrie qui expliquaient des concepts en anglais simple. Des livres de bibliothèque sur la comptabilité et l'évaluation que je renouvelais si souvent que les bibliothécaires connaissaient mon nom. L'apprentissage a été lent au début. Je n'avais pas d'expérience en affaires. Je n'avais pas de mentor. Je n'avais personne à qui demander quand quelque chose n'avait pas de sens. Alors, je lisais les mêmes chapitres plusieurs fois. Je mettais les vidéos en pause et revenais en arrière. Je faisais des erreurs sur des problèmes pratiques et je comprenais ensuite pourquoi. Le processus était inefficace, mais c'était le mien. Après la première année, j'ai ajouté un emploi à temps partiel dans un petit cabinet comptable, répondant au téléphone et classant des documents. La paie était minime, mais l'accès était précieux. J'écoutais les conversations entre analystes. Je lisais des documents qui passaient entre mes mains. Je posais des questions auxquelles mes superviseurs étaient trop occupés pour répondre complètement, puis je recherchais les lacunes par moi-même. Personne ne me voyait comme une candidate pour quoi que ce soit de substantiel. Ils me voyaient comme la fille calme qui gardait les fichiers organisés. Cette invisibilité était utile. Le travail en cuisine continuait parce que j'avais besoin de stabilité. Le restaurant fonctionnait sur des rythmes que je pouvais prédire. Je pointais, faisais mon travail, dépointais. Le revenu couvrait le loyer et les courses tandis que le travail de comptabilité construisait quelque chose de moins tangible mais de plus important, la fluidité dans une langue que ma famille ne parlait pas. J'ai commencé à suivre mes progrès dans un carnet. Évaluations hebdomadaires, objectifs mensuels, compétences acquises, lacunes restantes. Le carnet n'était pas pour que quelqu'un d'autre le voie. C'était la preuve que j'avançais même quand le mouvement était invisible pour tout le monde autour de moi. Il y a eu des échecs. Un examen de certification que j'ai passé trop tôt et échoué. Un projet indépendant que j'ai accepté sans comprendre l'ampleur et que j'ai dû abandonner. Un événement de réseautage auquel j'ai assisté où je n'ai parlé à personne parce que je ne savais pas comment entamer des conversations avec des gens qui appartenaient déjà au monde dans lequel j'essayais d'entrer. Chaque échec m'a appris quelque chose de spécifique. Chacun a réduit l'écart entre qui j'étais et qui je devais devenir. Ma famille appelait parfois. Les appels étaient courts, fonctionnels et rares. Ils demandaient si j'allais bien, et je disais oui. Ils demandaient si le travail se passait bien,
et je disais bien. Ils ne demandaient pas quel genre de travail. Ils ne demandaient pas quels étaient mes objectifs. Ils ne posaient pas de questions sur les cours ou les certifications ou la construction lente et délibérée d'un avenir différent. Ils supposaient que la réponse était la même que toujours. Elle travaille dans les cuisines. Elle s'en sort. Je les laissais supposer. Expliquer aurait nécessité de défendre, et défendre aurait nécessité de se soucier de leur approbation. J'avais cessé de me soucier de leur approbation il y a des années. Ce qui comptait maintenant, c'était la capacité, pas la perception. Ce qui comptait, c'était de construire quelque chose de réel, pas de convaincre des gens qui m'avaient déjà rayé de la carte. La 3e année à Chicago a été celle où les choses ont commencé à changer. Le cabinet comptable m'a donné un petit projet de rapprochement de dossiers pour un client qu'il n'avait pas le temps de servir correctement. Je l'ai terminé plus vite et plus proprement qu'il ne l'espérait. Ils m'en ont donné un autre, puis un autre. Les projets ont grandi en complexité. Mes chèques de paie ont grandi en taille. Les quarts de cuisine ont diminué à mesure que le travail financier augmentait. Je n'ai rien annoncé de tout cela. Il n'y avait pas de moment de triomphe à partager, personne avec qui le partager. La transition s'est faite tranquillement, une compétence à la fois, un projet à la fois, une étape à la fois. Je ne poursuivais pas la validation. Je construisais une infrastructure. Au moment où l'invitation au mariage de Marcus est arrivée, je travaillais à temps plein dans l'analyse financière depuis près d'1 an. Le travail en cuisine était derrière moi. Cependant, je ne l'ai jamais dit à ma famille. L'étiquette qu'ils avaient attribuée servait toujours son but. Elle maintenait les attentes basses. Elle maintenait les questions minimales. Elle me gardait invisible exactement de la manière dont j'avais besoin de l'être pendant que je continuais à grandir. Je pense parfois à ces années-là, aux appartements froids, à l'épuisement après les doubles quarts, à la solitude d'apprendre seul. Rien de tout cela n'était glamour. Rien de tout cela ne correspondait au récit du succès soudain que les gens préfèrent. C'était juste du travail soutenu dans le temps, composant lentement comme des intérêts sur un compte que personne ne surveillait. Ma famille ne posait aucune question à ce sujet. Ils ne voulaient pas savoir. Leur histoire exigeait que je reste en place et poser des questions aurait pu perturber cette histoire. Alors, ils protégeaient leur récit en protégeant leur ignorance. Je ne leur en voulais plus pour ça. La rancune exigeait de l'engagement, et je m'étais désengagé. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, en utilisant des heures qu'ils pensaient gaspiller avec des compétences qu'ils ne savaient pas que je possédais. L'écart entre qui ils pensaient que j'étais et qui j'étais devenu se creusait chaque mois. Finalement, cet écart deviendrait indéniable. Mais pas encore. Pas avant le bon moment. Pas avant que la révélation n'ait de l'importance d'une manière que le silence ne pouvait pas avoir. J'ai appris tôt qu'expliquer qui on est à des gens qui ont déjà décidé que vous êtes petit ne leur donne que plus de raisons de se sentir corrects. Ils n'entendent pas vos explications comme des preuves. Ils les entendent comme une attitude défensive. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de défendre. J'ai arrêté de participer à des conversations conçues pour me garder dans une catégorie que j'avais déjà dépassée. Le silence était stratégique, pas passif. Chaque fois que je choisissais de ne pas répondre à un commentaire dédaigneux, je choisissais d'investir cette énergie ailleurs. Chaque fois que je laissais passer la condescendance d'un membre de la famille sans défi, je choisissais de protéger ma concentration plutôt que de la disperser sur des batailles que je ne pouvais pas gagner. Le silence n'était pas une reddition. C'était une allocation de ressources. Pendant ces années à Chicago, j'ai développé une discipline qui n'avait rien à voir avec la volonté et tout à voir avec les systèmes. J'ai construit des routines qui ne dépendaient pas de la motivation. Des heures matinales pour la lecture et l'étude, des heures de travail au cabinet, des heures de soirée pour la révision et la planification. L'horaire était rigide parce que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller des jours à attendre de me sentir inspiré. L'inspiration n'était pas le but. Le progrès l'était. Les gens autour de moi au travail ne connaissaient pas mes ambitions. Ils voyaient quelqu'un qui arrivait à l'heure, accomplissait ses tâches avec précision et ne causait pas de problème. C'était suffisant pour eux. Je n'avais pas besoin qu'ils en voient plus. Leur sous-estimation était en fait un avantage. Personne n'interférait avec quelqu'un qu'ils ne considéraient pas comme une menace. Personne ne scrutait quelqu'un qu'il avait déjà écarté. J'ai utilisé cette couverture pour apprendre des choses que personne ne s'attendait à ce que j'apprenne.
Instruments financiers complexes, modèles d'évaluation des risques, tactiques de négociation. J'ai étudié les gens au-dessus de moi, comment ils parlaient, comment ils se positionnaient, comment ils géraient la pression. J'ai pris des notes que personne ne voyait. J'ai exécuté des scénarios que personne ne révisait. Je me préparais à des opportunités qui n'existaient pas encore, sachant que lorsqu'elles arriveraient, la préparation me séparerait de tous ceux qui attendaient la même chance. L'entraînement s'étendait au-delà des compétences techniques. Je travaillais sur ma façon de communiquer, ma gestion du stress, ma façon de traiter l'échec. Chaque revers devenait une donnée. Chaque erreur devenait une leçon cataloguée et appliquée. J'ai arrêté de prendre le rejet personnellement parce que la personnalisation était inefficace. Ce qui comptait, c'était de savoir si le rejet m'apprenait quelque chose d'utile. Si c'était le cas, c'était précieux. Si ce n'était pas le cas, c'était juste du bruit. Ma famille a continué à exister dans son propre récit pendant ce temps. Des appels téléphoniques occasionnels, des messages de vacances, des mises à jour sur la carrière de Marcus qui arrivaient que je les demande ou non. Ses promotions, ses fiançailles, son nouvel appartement dans un meilleur quartier de la ville. Sa trajectoire était discutée avec enthousiasme. La mienne était supposée avec indifférence. Je ne corrigeais pas les hypothèses. Corriger aurait nécessité de révéler, et révéler aurait perturbé le travail silencieux que je faisais encore. Le temps viendrait pour la visibilité, mais pas encore. La fondation devait être complète d'abord. Les compétences devaient être indéniables. La position devait être assez sûre pour que leur scepticisme ne puisse pas la toucher. Pendant cette période, quelque chose d'intéressant s'est produit. L'étiquette de « personnel de cuisine » a cessé de faire mal. Pas parce que j'étais devenu insensible, mais parce que je l'avais dépassé. La phrase décrivait quelqu'un que j'étais autrefois dans un travail que j'avais autrefois pendant une phase de vie qui était terminée. L'entendre maintenant était comme entendre quelqu'un décrire une photographie d'enfance, exacte à son moment, non pertinente pour le présent. Ce changement psychologique était important. Cela signifiait que je pouvais assister à des événements familiaux sans me sentir diminué. Je pouvais écouter leurs commentaires sans les absorber. Je pouvais observer leur dynamique sans avoir besoin de les changer. Je suis devenu une visiteuse de leur monde plutôt qu'une victime de celui-ci. Cette distance m'a donné une perspective que je n'avais pas eue auparavant. J'ai regardé comment ils interagissaient les uns avec les autres, les jeux de pouvoir, les alliances, les hiérarchies subtiles. J'ai remarqué qui était interrompu et qui était écouté. J'ai suivi qui prenait les décisions et qui recevait les instructions. La famille fonctionnait comme tout autre système avec ses propres règles, incitations et mécanismes d'application. Comprendre ces modèles m'a aidé à prédire leur comportement. Et prédire leur comportement m'a aidé à me préparer aux rencontres que je savais venir. Le silence m'a aussi appris quelque chose sur les autres gens. La plupart d'entre eux ne voulaient pas connaître la vérité. Ils voulaient confirmer ce qu'ils croyaient déjà. Quand je n'offrais aucune information, ils comblaient les lacunes avec leurs hypothèses existantes. Leurs hypothèses étaient fausses, mais de fausses hypothèses jouaient en ma faveur. Qu'ils pensent que je luttais. Qu'ils pensent que j'étais coincé. Qu'ils construisent leur sentiment de supériorité sur des fondations que je savais fausses. Un jour, ces fondations s'effondreraient. Un jour, l'écart entre leurs hypothèses et ma réalité deviendrait visible. Mais je n'allais pas être celle qui l'annoncerait. Les annonces invitaient au débat. Et je n'étais pas intéressé à débattre avec des gens dont les conclusions étaient prédéterminées. Je voulais quelque chose de plus propre. Je voulais que la vérité arrive sous une forme qu'ils ne pouvaient pas rejeter, d'une source qu'ils ne pouvaient pas ignorer, à un moment où leur public serait témoin de l'écart avec la même clarté que celle avec laquelle je vivais depuis des années. Cela exigeait de la patience, cela exigeait du silence, cela exigeait des années de travail invisible se composant en quelque chose d'indéniable. Le silence était un entraînement pour ce moment. Chaque jour calme était une pratique, chaque affront absorbé était une préparation, chaque hypothèse que je laissais passer était un investissement dans la révélation éventuelle. Je n'étais pas faible. J'attendais. Et la différence deviendrait évidente pour tous ceux qui regardaient. La femme qui a changé ma trajectoire n'est pas arrivée en fanfare. Il n'y a pas eu d'introduction dramatique, pas de nom reconnaissable annoncé à travers une salle bondée. Elle est apparue au bord d'une crise que personne d'autre ne voulait gérer, et elle a observé comment je la gérais à la place. Le cabinet avait pris un client avec des avoirs compliqués.
de multiples entités réparties sur plusieurs juridictions avec des irrégularités comptables qui suggéraient soit de l'incompétence, soit pire. L'associé affecté à l'affaire avait des conflits d'horaires. Les analystes seniors étaient surchargés par les obligations de fin d'année. Le projet avait besoin de quelqu'un pour organiser l'examen initial et l'équipe senior supposait que la tâche était indigne de considération pour quiconque ayant des ambitions de carrière. Alors, ils me l'ont confiée. Je ne la voyais pas comme indigne de considération. Je la voyais comme un accès. Pour la première fois, j'aurais un engagement direct avec des documents sources, une autorité décisionnelle sur l'approche et une visibilité sur la façon dont le cabinet gérait la complexité à enjeux élevés. Le fait que personne ne voulait de la mission signifiait seulement que personne ne regarderait de près, ce qui me convenait parfaitement. J'ai passé les 2 premières semaines à construire un cadre, pas seulement à organiser des fichiers, mais à comprendre les relations entre les entités, le timing des transactions, les modèles qui ne collaient pas tout à fait. J'ai documenté les anomalies. J'ai créé des visualisations qui cartographiaient le flux d'argent. J'ai préparé des questions que personne n'avait posées, des questions conçues pour faire surface aux problèmes avant qu'ils ne deviennent des urgences. La représentante du client était une femme à la fin de la cinquantaine qui s'habillait simplement et parlait précisément. Son nom était Evelyne Crane, et j'ai appris plus tard qu'elle gérait des actifs qui auraient été inimaginables pour quiconque dans ma famille. Mais le jour de notre rencontre, elle n'était qu'une autre personne de l'autre côté de la table de conférence posant des questions qui testaient si je comprenais ce que je regardais. J'ai répondu directement à ces questions. Je n'ai pas gonflé mon analyse. Je n'ai pas feint une certitude que je n'avais pas. Quand elle a posé des questions sur les explications potentielles pour des irrégularités spécifiques, je lui ai donné 3 possibilités classées par probabilité, accompagnées des informations supplémentaires qui confirmeraient ou élimineraient chacune. Quand elle a demandé pourquoi les analystes seniors n'étaient pas dans la pièce, je lui ai dit qu'ils avaient d'autres obligations et que je relayerais toute préoccupation nécessitant leur attention. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a regardé les matériaux que j'avais préparés, feuilleté la documentation et examiné les visualisations. Puis elle a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Que feriez-vous ensuite si c'était votre décision ? Je le lui ai dit. J'ai décrit une séquence d'étapes de vérification, d'allocation de ressources et de considération de calendrier. J'ai expliqué comment je prioriserais l'enquête pour faire surface aux risques les plus significatifs en premier. J'ai décrit les normes de documentation que je mettrais en œuvre pour m'assurer que tout était traçable et défendable. Elle a écouté sans interruption. Quand j'ai fini, elle a fermé le dossier et m'a regardé directement. Qui vous a formé ? Personne en particulier, ai-je dit. Je me suis formé moi-même. Elle a hoché la tête lentement comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle avait soupçonné. Puis elle s'est levée, m'a remercié pour la présentation et est partie sans commentaire supplémentaire. J'ai supposé que la réunion était banale, qu'elle ferait rapport à ses mandants et ne penserait plus jamais à moi. 3 jours plus tard, elle m'a appelé directement, pas via le cabinet, pas via mon superviseur. Une ligne directe vers mon bureau, ce qui signifiait qu'elle avait trouvé mon extension par des moyens que je ne comprenais pas. Elle a demandé si j'étais disponible pour discuter d'une opportunité. Elle n'a pas expliqué quel genre d'opportunité. Elle m'a juste donné une adresse et une heure. L'adresse était un bureau privé dans un immeuble devant lequel j'étais passé de nombreuses fois sans jamais y entrer. L'intérieur était calme, discret, professionnellement anonyme. Elle m'attendait dans une salle de conférence avec un seul dossier sur la table. J'ai posé des questions sur vous, a-t-elle dit. Votre cabinet ne pense pas que vous êtes notable. Votre dossier ne montre aucun avancement. Vos superviseurs vous décrivent comme fiable mais banal. Elle a fait une pause. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ? Je lui ai dit que mes superviseurs voyaient ce que je leur montrais. Je leur montrais ce qui était nécessaire pour le rôle que j'occupais. S'ils voulaient en voir plus, ils devraient créer des conditions où plus serait utile. Ils ne l'avaient pas fait. Elle a souri légèrement, la première expression au-delà de la neutralité que j'avais vue d'elle. La plupart des gens dans votre position se plaignent du manque d'opportunités, a-t-elle dit. Vous décrivez une invisibilité stratégique. Je décris une gestion des ressources, ai-je répondu. L'attention sans promotion n'est que de la surveillance. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un résumé du travail qu'elle gérait, non pas pour mon cabinet, mais pour un réseau d'investisseurs privés qui exigeait quelqu'un avec des capacités analytiques spécifiques.
Le travail était complexe, à long terme et rémunéré à un niveau qui aurait rendu mon salaire actuel insignifiant. Je ne vous offre pas de mentor, a-t-elle dit. Je ne vous offre pas de protection. Je vous offre un test. Si vous réussissez, vous avancerez. Si vous échouez, vous aurez appris les limites de vos capacités. L'un ou l'autre résultat est précieux. Êtes-vous intéressé? J'étais intéressé. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas demandé de temps pour réfléchir. Je n'avais besoin de consulter personne pour savoir si c'était la bonne décision. Je me préparais à une opportunité comme celle-ci depuis des années. Je ne savais juste pas quelle forme elle prendrait. Elle m'a serré la main, m'a donné de la documentation à revoir et m'a dit qu'elle attendait mon analyse dans 2 semaines. Puis elle est partie et je me suis assise dans cette salle de conférence calme pendant 10 minutes à traiter ce qui venait de se passer. Je n'avais pas été découverte. J'étais prête. La préparation a précédé l'opportunité. Les années invisibles avaient construit quelque chose de visible pour quelqu'un qui savait comment regarder. Et maintenant, le travail commencerait à un niveau que ma famille ne pouvait pas imaginer. La première réunion avec le réseau d'Evelyne a eu lieu dans une salle conçue pour intimider. Longue table polie à un éclat profond, chaise qui coûtait plus cher que ma première voiture, fenêtre donnant sur la ville d'une hauteur qui faisait ressembler les rues en contrebas à des diagrammes d'urbanisme. Les gens autour de cette table portaient leur succès avec décontraction, comme le fait toujours l'argent ancien. Ils parlaient en sténographie que je devais déchiffrer à la volée, faisant référence à des accords et des dynamiques que je n'avais fait que lire. J'étais la plus jeune personne dans la pièce d'au moins 15 ans. J'étais aussi la seule personne sans pédigré que quiconque reconnaissait. Pas d'université prestigieuse, pas de nom de famille avec un poids générationnel, pas de parrain qui annonçait mon arrivée avec des superlatifs. J'étais là parce qu'Evelyne s'était portée garante de mon analyse, et sa caution avait assez de poids pour m'assurer un siège. Les premières semaines ont été observationnelles. J'ai assisté à des réunions où des décisions étaient prises concernant des allocations de capital qui dépassaient les gains à vie de tout le monde dans ma ville natale combinée. J'ai examiné des portefeuilles d'une complexité qui aurait pris des mois à mon ancien cabinet pour être déballé. Je posais des questions quand je ne comprenais pas, non pour paraître humble, mais parce que feindre de savoir des choses que je ne savais pas aurait été repéré immédiatement. Ces gens avaient passé des décennies à lire les gens. Ils connaissaient la différence entre la confiance et le bluff. Ma première mission a été un test de résistance pour une thèse d'investissement qu'un des associés défendait. Il voulait que quelqu'un trouve les faiblesses, les scénarios où la thèse échouerait, les variables qui avaient été négligées. Ce n'était pas une tâche que vous donniez à quelqu'un en qui vous aviez confiance. C'était une tâche que vous donniez à quelqu'un que vous testiez. Si je manquais quelque chose de significatif, ce serait découvert plus tard et ma crédibilité finirait avant de commencer. J'ai passé 3 semaines sur cette analyse. J'ai exécuté des scénarios jusqu'à ce que mes feuilles de calcul aient plus d'onglets que je ne pouvais suivre sans un système de nommage. J'ai recherché des situations comparables des 30 dernières années. J'ai identifié 6 points de défaillance potentiels que la thèse originale avait sous-pondérés et 3 corrélations de risque que personne n'avait mentionnées. Quand j'ai présenté mes conclusions, la salle était silencieuse. L'associé dont j'avais disséqué la thèse m'a regardé un long moment. Puis il a hoché la tête. Ce sont des préoccupations valables, a-t-il dit. Je n'avais pas envisagé le scénario réglementaire que vous avez souligné. Je vais devoir ajuster le calendrier. Pas de défensive, pas de rejet, juste la reconnaissance d'un travail utile. J'ai compris à ce moment-là que j'étais entré dans un monde différent, un monde où la capacité comptait plus que les diplômes, où avoir raison était plus valorisé qu'être agréable. La monnaie ici était la clarté, et j'avais passé des années à l'accumuler en secret. Les semaines sont devenues des mois. Les tests ont continué, chacun plus dur que le dernier. J'ai fait des erreurs. Une analyse contenait une erreur qui a été repérée par un associé junior avant d'atteindre les décideurs. La correction a été rapide et publique. Je me suis excusé, j'ai résolu le problème et j'ai documenté le processus qui a mené à l'erreur pour que cela ne se reproduise pas. Personne ne m'a dorloté. Personne n'a prétendu que l'erreur ne comptait pas. Ils ont regardé comment je récupérais, et ma récupération leur en disait plus que mon succès initial n'aurait jamais pu le faire. Evelyne restait une présence sans être une protectrice. Elle vérifiait mon travail, offrait parfois des commentaires précis et impitoyablement directs, et ne faisait jamais une seule fois d'excuse pour moi. Quand je réussissais, elle le reconnaissait brièvement.
Quand je faisais face à un revers, elle analysait pourquoi sans jugement. La relation était purement fonctionnelle, et je respectais cela plus que toute chaleur qu'elle aurait pu offrir à la place. Pendant ce temps, ma famille continuait à exister dans sa propre réalité. L'occasionnel message arrivait, des mises à jour sur la carrière de Marcus, son mariage, son nouvel appartement. Personne ne demandait ce que je faisais. Personne ne semblait curieux de la vie que j'avais construite hors de leur champ de vision. Quand ma mère appelait, elle parlait de choses qui l'affectaient, la météo, les voisins, les émissions de télévision. Les appels se terminaient par de vagues vœux qui n'exigeaient rien de nous deux. Je n'en voulais plus à la déconnexion. Je l'avais dépassée. Ma vie opérait maintenant sur un axe entièrement différent. Les questions qui m'importaient sur les structures de capital et les expositions au marché et les distributions de risques auraient été incompréhensibles pour quiconque dans ma famille. Les succès que j'accumulais, les relations avec des gens qui contrôlaient des ressources significatives, les sièges à des tables qui nécessitaient une invitation, rien de tout cela ne pouvait être expliqué en termes qu'ils comprendraient. L'invitation au mariage est arrivée pendant une semaine où je travaillais sur une analyse urgente. Je l'ai ouverte sans surprise. Le lieu était somptueux. La formulation était formelle, et mon nom apparaissait sur l'enveloppe comme une pensée après coup, ce qu'il était probablement. Marcus se mariait, et la famille s'attendait à ce que j'assiste parce que c'était ce que faisaient les familles. Personne n'avait demandé si je voulais venir. Personne ne s'était enquis de mon emploi du temps, de ma situation ou de mes sentiments à propos de l'événement. J'ai décidé d'y aller, pas parce que je voulais célébrer Marcus, pas parce que je ressentais un lien avec la mariée que j'avais rencontrée 2 fois. J'ai décidé d'y aller parce que j'étais curieuse. Je voulais voir à quoi ressemblait la famille depuis la position que j'occupais maintenant. Je voulais comprendre comment ils me traiteraient alors qu'ils n'avaient aucune idée de la distance que j'avais parcourue depuis la personne dont ils se souvenaient. Le trajet jusqu'au country club prendrait 4 heures. La robe que j'ai choisie était simple, bleu marine, professionnelle sans prétention. Je n'ai pas appelé à l'avance pour annoncer ma présence. Je suis juste apparu comme le font les gens quand leur appartenance ne dépend pas d'une permission. Ce qui s'est passé à cette porte n'était pas surprenant. C'était juste une confirmation. Ils me voyaient toujours comme celle qui travaille dans les cuisines. Ils croyaient toujours que je ne correspondais pas à l'image. Et ils étaient sur le point de découvrir, d'une manière qu'aucun d'eux ne pourrait ignorer, à quel point ils avaient eu tort de manière catastrophique. L'appel de ma mère est arrivé un mercredi soir alors que je passais en revue les données préliminaires pour un projet qui consommerait les prochains mois. Sa voix portait le même ton qu'elle utilisait toujours avec moi. Légèrement distant, efficace, concentré sur la transmission d'informations plutôt que sur la connexion. Marcus se marie le mois prochain, a-t-elle dit. Tu as reçu l'invitation, n'est-ce pas? Je lui ai dit que oui. Bien. Elle a fait une pause. Le lieu est très agréable. Tout a été magnifiquement planifié. Sa fiancée a excellent goût. J'ai dit que c'était agréable à entendre. Le silence qui a suivi suggérait qu'elle avait plus à dire, mais n'était pas sûre de savoir comment le dire. Finalement, elle a continué. Nous voulons que tout se passe bien. Tu comprends? Je comprends. J'ai dit, bien, parce que Marcus a mentionné qu'il y aura des photographes, des vidéastes, toute la production. C'est important que tout paraisse correct. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par correct. Une autre pause. Elle n'était pas à l'aise avec la franchise. Elle préférait les implications qui pouvaient être niées plus tard. Juste, tu sais, approprié pour le cadre. La conversation a continué encore 1 minute, mais le sens avait déjà été communiqué. Il voulait que j'assiste, mais que je ne sois pas visible, que je sois présente, mais pas proéminente, que je remplisse l'obligation familiale sans perturber l'image qu'il construisait pour la consommation publique. Je lui ai dit que je serais là. Je n'ai rien promis sur la façon dont je me comporterais ou où je me tiendrais. Elle semblait satisfaite de l'ambiguïté et a terminé l'appel avec ses plaisanteries vagues habituelles. Au cours des semaines suivantes, d'autres communications familiales sont arrivées, pas directement à moi, la plupart du temps, mais transférées depuis des messages de groupe dans lesquels quelqu'un se souvenait parfois de m'inclure. La logistique du mariage était élaborée, bloc d'hôtel réservé, transport organisé, plan de table débattu. Les discussions révélaient des priorités qui n'avaient rien à voir avec la célébration et tout à voir avec la performance. Qui serait photographié avec qui,
quels invités méritaient la proximité de la table principale, comment la vidéo devrait cadrer la cérémonie. Mon nom est apparu une fois dans un message sur le décompte des invités. Une de mes cousines avait demandé si j'assistais. La réponse de Marcus a été brève. Elle viendra probablement. Gardez-la simplement hors des plans principaux. J'ai lu ce message plusieurs fois, pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il cristallisait quelque chose que je soupçonnais depuis des années. Je n'étais pas exclu de la considération par oubli ou négligence. J'étais exclu délibérément par des gens qui avaient explicitement discuté de la manière de minimiser ma présence. La stratégie n'était pas passive. Elle était coordonnée. Cette connaissance n'a pas changé ma décision d'assister. Au contraire, elle a rendu la présence plus importante. Je voulais voir s'ils exécuteraient leur plan. Je voulais observer la mécanique de l'exclusion en temps réel. Et je voulais être là quand les circonstances les forceraient à affronter l'écart entre la personne à laquelle ils m'avaient réduite et la personne que j'étais devenue. Les jours précédant le mariage ont coïncidé avec une intensité accrue au travail. Evelyne avait approuvé mon implication dans une transaction qui me positionnerait pour l'avancement si elle était exécutée correctement. Le délai était serré, les enjeux étaient importants, et la distraction du drame familial était une inefficacité que je ne pouvais pas me permettre. J'ai compartimenté. La logistique du mariage occupait une petite section contenue de mon attention. Le travail occupait tout le reste. Le matin du mariage, je me suis habillé avec soin. La robe bleu marine était appropriée, discrète, banale. Je n'essayais d'impressionner personne. Je n'essayais pas de rivaliser avec la mariée. Je voulais simplement me présenter comme ce que j'étais, quelqu'un qui appartenait à la famille par le sang, sinon par leur récit préféré. Le trajet jusqu'au country club a pris 4 heures. Je suis arrivé en milieu d'après-midi quand les invités filtraient encore et que les préparatifs de la cérémonie atteignaient leurs étapes finales. Le lieu était exactement comme je l'avais prévu d'après les messages de groupe, tentaculaires, immaculés, conçus pour communiquer le succès à quiconque voyait les photographies. La présence de la sécurité m'a légèrement surprise. Pas qu'il y ait des gardes, cela avait du sens pour un événement de cette envergure, mais ils avaient reçu des instructions si spécifiques qu'ils pouvaient m'identifier avant que je ne m'identifie moi-même. Quand j'ai donné mon nom à l'entrée, l'expression du garde est passée d'une neutralité professionnelle à quelque chose de plus compliqué. Il s'est excusé pour passer un appel. J'ai attendu près de l'entrée, regardant d'autres invités passer sans aucun obstacle. Il me jetait un coup d'œil avec l'évaluation décontractée que les gens donnent aux étrangers lors des mariages, ne sachant pas si j'étais quelqu'un qu'ils devraient reconnaître. Personne ne s'est approché, personne ne s'est renseigné. Quand Marcus est apparu, son expression a confirmé tout ce que le message de groupe avait impliqué. Il n'était pas surpris de me voir. Il était prêt à me gérer. La conversation qui a suivi, sa déclaration sur ma profession, son inquiétude pour la vidéo, son déploiement de la sécurité comme barrière, était le point culminant d'un plan qui avait été élaboré bien avant mon arrivée. Debout à cette porte, j'ai senti les deux mondes entrer en collision en moi. Le monde où j'étais la sœur du personnel de cuisine, la déception familiale, la personne à gérer et à minimiser, et le monde que j'avais construit dans les années où il n'avait pas regardé. Où j'étais chargé de responsabilités importantes par des gens qui commandaient des ressources que ma famille ne pouvait pas comprendre. La collision était violente, même si elle ne faisait aucun bruit. J'ai choisi de ne pas me battre à ce moment-là. Se battre aurait nécessité de jouer selon leurs règles, de créer une scène qu'ils pourraient interpréter selon leur cadre existant. La sœur difficile, celle qui ne pouvait pas gérer la vérité, le problème qui devait être géré. Au lieu de cela, j'ai reculé. Je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Je suis retourné à ma voiture, je me suis assis en silence, et j'ai attendu parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que l'histoire n'était pas finie. Je savais que des événements étaient déjà en mouvement qui réuniraient ces deux mondes d'une manière qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le mariage continuerait. Les caméras tourneraient. Les images seraient capturées. Mais à la fin de la journée, tous ceux qui avaient participé à mon exclusion comprendraient à quel point ils avaient profondément mal jugé la situation. Je ne suis pas parti après que Marcus m'ait renvoyé de l'entrée. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à une section calme du parking et j'ai attendu. La cérémonie durerait 1 heure. La réception suivrait. Les moments qui comptaient viendraient plus tard, quand les événements formels seraient terminés et que la performance sociale passerait à sa phase plus non surveillée.
L'appel d'Evelyne est arrivé 20 minutes après que je me sois garé. Sa voix portait le même calme précis que toujours. « Vous êtes au mariage ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai confirmé que j'y étais. Le cabinet a reçu une demande aujourd'hui, a-t-elle continué, à votre sujet de la part de quelqu'un associé aux relations d'affaires du marié. Il voulait savoir si la sœur qui travaille dans les cuisines était vraiment employée dans une institution financière. Il voulait vérifier si vous vous étiez mal représenté. J'ai demandé qui avait fait la demande. Elle m'a donné un nom que je n'ai pas reconnu immédiatement, mais l'association était claire. Quelqu'un du réseau professionnel de Marcus, probablement quelqu'un qui avait entendu parler de moi au fil des ans et voulait confirmer le récit familial avant que les photos de mariage ne soient publiées. La demande de vérification s'est retournée contre eux. Evelyne a dit, la personne qui nous a appelés a reçu plus d'informations qu'elle ne l'attendait. Ils savent maintenant pour votre rôle dans la transaction Whitfield. Ils savent pour le portefeuille client que vous gérez. Ils connaissent votre rémunération actuelle. Elle a fait une pause. Il semblait assez surpris. Je pouvais imaginer. La transaction Whitfield avait fait la presse financière il y a 3 mois. Le portefeuille client que je gérais comprenait des entités dont les principes apparaissaient régulièrement dans les publications d'affaires. Ma rémunération était plus élevée que celle de Marcus, bien que je n'ai jamais calculé la comparaison jusqu'à ce moment-là. Evelyne a continué, j'ai décidé de venir au mariage. Je ne prévoyais pas d'y assister, mais dans les circonstances, cela semble approprié. Ma présence pourrait clarifier certains malentendus. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer davantage. Les décisions d'Evelyne n'étaient pas aléatoires. Si elle venait au mariage, elle avait des raisons qui s'étendaient au-delà de la courtoisie sociale. Je l'ai remerciée et j'ai mis fin à l'appel, puis je me suis assise dans la voiture, traitant ce que cela pourrait signifier. 1 heure plus tard, la cérémonie s'est terminée. Les invités ont commencé à migrer vers la tente de réception. J'ai regardé la procession depuis ma place de parking, assez loin pour être invisible, assez près pour observer. Les mariés sont sortis sous les applaudissements. Des photos ont été prises. L'équipe vidéo a capturé chaque angle. Marcus avait l'air triomphant, le maître de cérémonie de son propre succès. Le son m'a atteinte avant que je ne comprenne ce qui se passait. Un moteur, puissant et inimitable, approchant du lieu depuis la route principale. Les têtes se sont tournées, les conversations se sont arrêtées. Un véhicule que je reconnaissais du cabinet d'Evelyne s'est garé dans le lieu, une voiture noire dont la présence aux événements de l'industrie commandait l'attention sans nécessité d'explication. Le chauffeur est sorti le premier et a ouvert la porte arrière. Evelyne est sortie avec la grâce sans hâte de quelqu'un qui était entré dans des pièces plus importantes que celle-ci. Elle portait du gris foncé, discret mais coûteux. Sa posture communiquait ce que ses vêtements ne faisaient pas, qu'elle appartenait à n'importe quel endroit où elle choisissait d'être. Je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers l'entrée. Cette fois, aucune sécurité ne m'a arrêté. Le garde qui m'avait bloqué plus tôt était occupé, fixant l'arrivée, essayant d'évaluer sa signification. Je suis passé sans reconnaissance. Evelyne m'a remarqué alors que j'approchais. Son expression n'a pas changé, mais elle a ajusté légèrement sa trajectoire pour que nos chemins convergent près de l'entrée de la tente de réception. Les invités regardaient. Certains l'ont reconnu. Le mot a commencé à se répandre à travers des groupes de personnes qui comprenaient ce que sa présence à un mariage comme celui-ci impliquait sur l'importance de quelqu'un. Marcus est apparu à l'entrée de la tente, son expression glissant du triomphe à la confusion. Il avait accueilli les invités avec un enthousiasme exercé, mais l'arrivée d'Evelyne a perturbé son rythme. Il s'est approché d'elle avec l'amabilité performative de quelqu'un qui sait qu'il est observé, mais ne comprend pas le contexte. « Bienvenue », a-t-il dit. « Je suis Marcus. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. » Evelyne l'a regardé avec une neutralité polie. « Je suis ici pour voir Nathalie », a-t-elle dit. « Votre sœur. » Les mots ont atterri dans l'espace entre nous comme des objets physiques. Le visage de Marcus a traversé la surprise, le recalcul et finalement l'incertitude. Il m'a regardé, puis Evelyne, essayant de construire un cadre qui avait du sens. « Nathalie », a-t-il répété. « Votre sœur », a confirmé Evelyne. Elle gère des relations importantes pour notre organisation. Je voulais offrir mes félicitations personnelles pour votre mariage étant donné son lien avec votre famille. Les invités à proximité s'étaient tus.
Le vidéaste enregistrait encore. Le moment que Marcus avait orchestré pour m'exclure capturait maintenant quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, l'introduction de sa sœur, personnel de cuisine, par une femme dont la présence professionnelle à n'importe quel événement constituait sa propre forme d'approbation. Marcus a suffisamment récupéré pour sourire, bien que l'expression semblât instable. C'est merveilleux, a-t-il réussi. Nous sommes si heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Evelyne a hoché la tête. Puis elle s'est tournée vers moi. Nous devrions parler plus tard de la proposition Morrison. Il y a des développements sur lesquels j'aimerais votre analyse avant lundi. J'ai accusé réception de la demande nonchalamment, comme si recevoir des missions stratégiques lors de mariages familiaux était ordinaire, ce qui, dans la vie que je vivais maintenant, l'était essentiellement. Marcus a regardé cet échange avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Il m'a fallu un moment pour l'identifier, la désorientation. Il se tenait à son propre mariage, à sa propre réception, entouré de ses propres invités, et il ne comprenait plus la hiérarchie de la salle. Evelyne s'est excusée pour saluer d'autres participants, me laissant debout face à mon frère pour la première fois depuis qu'il m'avait renvoyé de l'entrée. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. L'espace entre nous contenait tout ce qui s'était passé au cours de la dernière décennie, les étiquettes, les exclusions, les hypothèses qui venaient de s'effondrer. Finalement, Marcus s'est raclé la gorge. « Je ne savais pas », a-t-il dit. « Pour ton travail. »« Je sais que tu ne savais pas », ai-je répondu. « Tu n'as jamais demandé. » La réception a continué, mais son centre s'était déplacé. Là où Marcus avait été le point focal, il y avait maintenant de l'incertitude. Les invités qui avaient vu l'échange avec Evelyne chuchotaient entre eux, essayant de reconstituer ce dont ils avaient été témoins. La sœur qui travaillait dans les cuisines, la femme qui n'avait pas sa place dans la vidéo. Elle était arrivée avec quelqu'un dont la présence contredisait tout ce que la famille avait communiqué à son sujet. Evelyne se déplaçait à travers la réception avec une aisance exercée, parlant aux invités qui la reconnaissaient de contexte professionnel, offrant ses félicitations aux mariés avec la distance gracieuse de quelqu'un assistant par obligation plutôt que par enthousiasme. Chaque interaction ajoutait des informations au puzzle que les invités assemblaient. Pourquoi cette femme était-elle ici? Quel était son lien avec la famille? Comment avait-il omis de mentionner quelque chose d'aussi important? Ma mère m'a trouvé près du bord de la tente où je m'étais positionné pour observer sans attirer l'attention. Son visage portait une expression dont je me souvenais de l'enfance. La gestion prudente de l'émotion visible lorsque les circonstances exigeaient du sang-froid. Elle s'est approchée lentement comme si elle n'était pas sûre que j'accueillerais la conversation. « Nathalie », a-t-elle dit, « je ne réalisais pas que tu étais impliquée avec quelqu'un d'aussi éminent. » Je lui ai dit que je travaillais avec Evelyne, que l'implication était professionnelle, pas personnelle. Ma mère a traité cette information avec une difficulté visible. Le cadre qu'elle avait utilisé pour me comprendre pendant des décennies ne s'adaptait pas à ces nouvelles données. Elle m'avait stocké dans une catégorie marquée, limitée, banale, mieux gérée par de faibles attentes. L'apparition d'une femme comme Evelyne perturbait cette catégorisation de manière qu'elle n'était pas équipée pour gérer. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a-t-elle demandé. Je lui ai demandé ce qu'elle aurait fait de l'information si je l'avais fait. Elle n'a pas répondu. Le silence s'est prolongé pendant plusieurs secondes pendant qu'elle cherchait des mots qui défendraient le comportement de la famille sans reconnaître sa cruauté. Finalement, elle s'est contentée de la diversion. « Nous aurions été fiers », a-t-elle dit. « Nous sommes ta famille. » Je lui ai dit que la famille avait semblé très différente de ce côté de la relation. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon père est apparu à côté d'elle. Son expression était plus difficile à lire, plus gardée. Il avait passé des années à cultiver la neutralité, et même maintenant, avec le récit familial s'effondrant autour de lui, il maintenait sa distance prudente. « C'est tout à fait une surprise », a-t-il dit. Son ton ne suggérait ni approbation ni critique, juste de l'observation. Je suis d'accord que c'en était une. Il a regardé vers Evelyne, qui parlait maintenant avec les parents de la mariée. « Ton travail doit être très exigeant », a-t-il dit. « Nous avons rarement de tes nouvelles. » Je lui ai dit que les exigences étaient gérables. Je lui ai dit que mon emploi du temps permettait du temps pour le contact familial si le contact familial était souhaité. Il a absorbé cela sans réaction visible. Puis il a hoché la tête lentement comme s'il confirmait quelque chose qu'il avait soupçonné. « Eh bien, a-t-il dit, nous sommes heureux que tu ailles bien.
C'était la plus grande reconnaissance que j'avais reçue de lui depuis des années, et c'était encore inadéquat. Pas parce que j'avais besoin de plus, mais parce que cela révélait combien peu il avait été prêt à offrir quand le coût était plus bas. Maintenant que le coût était devenu l'embarras public, il trouvait des mots qu'il ne pouvait pas trouver quand je luttais. Le modèle était clarifiant dans sa cohérence. Marcus s'est approché de nous avec sa mariée, dont le nom était Jennifer, et dont l'expression suggérait qu'elle avait été briefée très différemment sur la dynamique familiale par rapport à ce dont elle était maintenant témoin. Elle m'a souri avec la politesse prudente de quelqu'un naviguant dans des informations inattendues. « Votre associée semble charmante », a dit Jennifer, faisant un geste vers Evelyn. Très accompli. Je l'ai remercié. Je n'ai pas corrigé la caractérisation d'Evelyn comme une associée. La nuance n'était pas pertinente pour des gens qui venaient seulement d'apprendre que j'existais dans une dimension professionnelle. Marcus se tenait à côté de Jennifer avec le sang-froid forcé de quelqu'un gérant une urgence de réputation. Il avait construit son mariage autour d'une image de succès, et cette image venait d'être compliquée par la révélation que sa sœur invisible n'était pas aussi invisible qu'il l'avait présentée. « J'aurais dû savoir », a-t-il dit finalement. Sa voix était calme, presque privée, malgré les gens autour de nous. « À propos de ton travail ?» Je lui ai dit que savoir aurait nécessité de demander. Il n'a pas répondu immédiatement. L'accusation délivrée sans malice, mais sans douceur non plus, s'est installée dans l'espace entre nous. Il avait construit un récit qui servait son image de soi, et il avait maintenu ce récit en évitant toute information qui pourrait le contredire. L'évitement n'était pas passif, il était actif, et maintenant ses conséquences devenaient visibles pour tout le monde à son mariage. Evelyn est revenue vers notre groupe, son timing impeccable. Elle s'est adressée à la famille avec la même franchise composée qu'elle apportait à chaque interaction professionnelle. Nathalie a été exceptionnelle dans son travail, a-t-elle dit. Je voulais que sa famille le sache directement puisque les réalisations professionnelles peuvent parfois se perdre dans la dynamique familiale. Ma mère a murmuré quelque chose d'appréciateur. Mon père a hoché la tête. Marcus a réussi un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jennifer avait l'air de vouloir poser des questions, mais savait que ce n'était pas le lieu approprié. Evelyn a continué, la proposition qu'elle dirige positionnera nos clients pour une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Son analyse a été déterminante. Je ne dis pas cela à la légère. Les mots ont flotté dans l'air. Une approbation professionnelle délivrée publiquement à un public qui avait systématiquement rejeté mes capacités pendant des années. L'humiliation n'était plus la mienne. Elle s'était déplacée vers les gens qui avaient construit leur compréhension de moi sur des fondations qui venaient de s'effondrer. J'ai regardé ma famille, les visages que je connaissais depuis toute ma vie. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. L'incertitude. Ils ne savaient plus qui j'étais. Les étiquettes qu'ils avaient attribuées, les catégories qu'ils avaient créées, les hypothèses qu'ils avaient protégées, rien de tout cela ne correspondait à la personne qui se tenait devant eux. Et pour la première fois de ma mémoire, ils n'avaient aucun cadre pour la suite. Le mariage s'est terminé comme les mariages se terminent, avec des au revoir, des promesses et le vidage progressif d'un lieu qui serait nettoyé par des gens que personne ne pensait à remercier. Je suis resté jusqu'à ce que la foule s'éclaircisse, non par obligation, mais par un étrange sentiment d'achèvement. J'étais venu pour observer, pour comprendre, pour voir clairement ce que j'avais ressenti vaguement pendant des années. L'observation était terminée maintenant. La compréhension était complète. Ma mère s'est approchée de moi une dernière fois alors que la réception touchait à sa fin. Son expression s'était adoucie, passant de la confusion à quelque chose qui aurait pu être du regret, bien que je ne puisse en être certaine. Elle avait passé des années à ne pas me voir, et changer ce modèle en une seule soirée était au-delà de ses capacités. J'aimerais que nous ayons su, a-t-elle dit, à propos de tout. Je lui ai dit que la connaissance nécessitait de la curiosité et que la curiosité nécessitait de l'attention et que l'attention était un choix qu'elle avait fait différemment. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas défendu. Elle est juste restée là à me regarder comme si elle voyait des traits qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Finalement, elle a tendu la main et a touché mon bras, un geste si peu familier que j'ai presque tressailli. « Je suis désolé », a-t-elle dit. Je lui ai dit que je la croyais. Je ne lui ai pas dit que la croyance ne changeait rien. Certaines choses sont comprises sans être dites. Mon père m'a trouvé ensuite, debout près de la sortie où les voitures louées récupéraient les invités trop importants pour conduire eux-mêmes.
Il s'est raclé la gorge comme il le faisait toujours à l'approche de quelque chose d'inconfortable. J'aurais dû en dire plus, a-t-il offert, au fil des ans. J'ai convenu qu'il aurait dû. Il a détourné le regard vers l'horizon, vers n'importe où qui n'était pas mon visage. Ta mère et moi, nous n'avons pas bien géré les choses avec toi et Marcus, la façon dont les choses sont divisées. Je lui ai dit que la division nécessitait des participants et que sa participation avait été silencieuse. Il a hoché la tête lentement, acceptant la caractérisation sans protestation. Tu as raison, a-t-il dit. J'aurais dû être différent. Je lui ai dit qu'il pouvait encore l'être. L'avenir n'était pas encore arrivé. Il a semblé considérer cela, tournant la possibilité comme un objet inconnu. Puis il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect, bien que l'expression fût maladroite sur des traits habitués à la neutralité. Tu as bien réussi, a-t-il dit, mieux que je ne le comprenais. Je l'ai remercié, non pas parce que la reconnaissance changeait quoi que ce soit, mais parce que l'accepter ne me coûtait rien et pouvait signifier quelque chose pour lui. Marcus s'est approché en dernier. Il avait changé sa tenue de mariage pour quelque chose de plus décontracté. Le costume de fête remplacé par les vêtements de la vie ordinaire. Son expression était difficile à lire. Des couches de fierté, d'embarras et de calcul se déplaçant sous la surface. Je t'ai sous-estimé, a-t-il dit. Les mots sont venus lentement, comme si chacun demandait un effort. Depuis longtemps. Je lui ai dit que la sous-estimation était une tradition familiale. Il a presque souri à cela. C'est juste, a-t-il dit. Puis après une pause, je ne sais pas comment réparer ça. Je lui ai dit que réparer n'était peut-être pas le bon cadre. Comprendre pourrait être mieux. Apprendre, changer des modèles qui avaient été confortables trop longtemps. Il a considéré cela. Est-ce ce que tu veux? Comprendre. Je lui ai dit que je voulais être vu avec précision. Pas plus, pas moins, juste avec précision. Le reste suivrait ou non. Il a tendu la main, pas pour une poignée de main, mais paume vers le haut, une invitation plutôt qu'une affirmation. Je l'ai regardé un instant, la main de mon frère, qui avait construit son succès en partie en marchant sur ma diminution, et j'ai fait un choix. J'ai pris sa main brièvement, reconnaissant le geste sans prétendre qu'il résolvait tout. Puis j'ai marché vers ma voiture. Le trajet de retour vers Chicago a pris 4 heures dans un trafic léger. J'ai passé la première heure à penser au mariage, au visage des membres de la famille, recalibrant leur compréhension de quelqu'un qu'ils pensaient connaître. La deuxième heure, j'ai pensé à Evelyn, au travail qui m'attendait, à la vie que j'avais construite dans les années où personne n'avait regardé. La troisième heure, j'ai pensé à rien en particulier, laissant mon esprit se reposer dans l'espace entre le passé et l'avenir. La quatrième heure, j'ai pensé à ce que je voulais ensuite. La réponse est venue sans drame. Je voulais continuer. Je voulais continuer à construire, continuer à apprendre, continuer à devenir tout ce que j'étais capable de devenir. La famille s'adapterait ou non. Marcus changerait ou non. Mes parents me verraient différemment ou ils resteraient enfermés dans leurs anciens cadres. Rien de tout cela n'était à moi de contrôler. Ce que je contrôlais, c'était ma propre trajectoire, mes propres normes, ma propre définition du succès. Il m'avait appelé la sœur du personnel de cuisine, et j'avais laissé cette étiquette tenir pendant que je construisais quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Maintenant, quelque chose était visible. Maintenant, l'étiquette était obsolète. Mais la leçon n'était pas de leur prouver qu'ils avaient tort. La leçon était de ne pas avoir besoin de leur approbation pour avancer. Je me suis garé à ma place à Chicago alors que le soleil se couchait. La ville avait l'air la même que toujours, indifférente au drame personnel, concentrée sur ses propres affaires sans fin. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement, j'ai changé ma robe bleu marine et je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé qui refroidissait pendant que je regardais les lumières s'allumer à travers l'horizon. Mon téléphone contenait des messages que je n'avais pas vérifiés. Correspondance de travail. Une note d'Evelyn sur l'horaire de lundi. Un SMS de Marcus qui disait simplement « Merci d'être venu », auquel je répondrai plus tard, ou pas. L'histoire avait atteint son tournant, mais les tournants ne sont pas des fins. La vie continue au-delà des moments de révélation. Les familles s'adaptent lentement ou pas du tout. Le succès professionnel apporte ses propres défis, différents des défis de l'obscurité, mais non moins réels.
La femme que j'étais devenue ferait face à des problèmes que la femme que j'avais été n'aurait pas pu imaginer. Mais je les affronterais entières. C'était la différence. Je n'étais pas partie du mariage victorieuse, car la victoire impliquait que quelqu'un devait perdre et je n'étais intéressé par la perte de personne. J'étais partie complète, intégrée, plus divisée entre qui j'étais et qui il pensait que je devrais être. Si vous avez déjà été étiqueté par des gens qui n'ont pas pris la peine de vous connaître, si vous avez construit quelque chose en silence pendant que les autres supposaient que vous faisiez du surplace. Si vous avez attendu qu'une vérité devienne indéniable avant de la révéler, alors cette histoire pourrait vous sembler familière. Les détails changent. Le noyau reste. Nous devenons nous-mêmes, non pas quand les autres nous voient enfin, mais quand nous cessons d'avoir besoin qu'ils regardent.